Bonjour et bienvenue au podcast Les Cousines Bouquines. Cette semaine, on rentre dans un vrai avis de lecture. Il y a 2 semaines, on était dans l'exploration d'un épisode de réflexion sur un genre mélangé d'un avis. Là, cette semaine, c'est clair, on se trompe pas, on est dans un avis de lecture sur un livre qui a un titre, ma foi, très long. Oui. L'homme qui savait la langue des serpents. Mais là, je peux pas faire autrement que de référer à Harry Potter. Tout le monde me dit ça. J'ai pas le choix! J'entends le fourche-langue dans ma tête! Oui, mais pourtant... Il y a d'autres mondes que lui qui parlent fourche-langue. Oui, exactement. Puis on est vraiment pas dans un monde de sorciers du tout. On est plutôt dans une époque médiévale en Estonie. Donc, OK. Ouais, c'est ça. On est vraiment pas dans la magie. Il y en a toujours un petit peu. Oui. C'est du fantastique, là, mais ce n'est pas d'Harry Potter dont nous parlons aujourd'hui, ni de celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Ah, nous n'allons pas là! Nous n'allons pas là du tout! Alors, en attendant d'entendre le détail et le plaisir de ce livre qui, ma foi, était, lui, plus campé dans un livre que tu as aimé. Là, J'ai adoré ça, puis bon. c'est un franc coup de cœur. Bon. Ouais, franc coup de cœur. Parce que moi, je ne peux faire autrement que de référer à un épisode qu'on vient d'enregistrer, mais qui, pour vous, aura quand même 2 semaines d'écart. Oui. Mais... on est ailleurs, là. Oui, c'est ça. Ce petit clin d'œil-là au livre où, lui, je vais pas renommer son nom pour pas lui faire une mauvaise pub. Non. Mais quand même, ben oui, on est capable. Ça, c'est le Nuit d'été. Nuit d'été, que j'ai rebaptisé par la suite en Nuit d'été. Désolée, auteur. Désolée, Dan, mais c'est ça qui est ça. Oui, puis on t'a abordé aussi à la fin de cet épisode-là l'opportunité de réfléchir à faire un genre de bloc flop. Oui, exactement. Lecture, mes flop lectures, mes pires lectures. Mais plus assumé que la dernière fois. Je vais arriver clairement avec des lectures que je n'ai pas aimées, des abandons, puis tout ça, les pourquoi du comment. Et puis, ça sera un épisode très intéressant où on pourra débattre. Absolument. Puis, c'est de se permettre d'avoir cette ouverture-là. Je trouve ça tout à fait juste et adéquat. Mais là, avant d'aller plus loin, avant que tu nous racontes l'histoire de l'homme qui savait parler la langue des serpents, on va inviter nos auditeurs à apprécier puis à venir nous rejoindre sur nos réseaux sociaux. Pour toi, c'est... La Raton-Liseur. Puis moi, c'est tout simplement Véro. Puis sur Instagram. Oui. Puis un petit coucou, pas un petit coucou, mais un petit lieu aussi doudou pour uniquement le podcast, aussi sur Instagram. Et c'est le nom du podcast. Les Cousines Bouquines. Simplement comme ça. C'est la page, dans le fond, sur laquelle vous allez pouvoir trouver les liens pour accéder aux épisodes rapidement. C'est juste ça que je mets sur cette page-là. C'est vraiment les liens pour accéder aux pages. Puis c'est vraiment le fun parce que c'est rapide, c'est clair, c'est précis. Dire au but. Oui, exactement. Bon. Ben c'est avec cette énergie-là qu'on va s'en aller vers la vie de lecture. Mais avant, je vous introduis dans cet rythme-là, pas effréné, mais c'est une petite musique doudou qui introduit tendrement Marie-Claire avant qu'elle puisse... parler de mon livre. Génial. Alors, attends. C'est maintenant le temps de nous parler de l'homme qui savait la langue. Il fait juste, il a sait. Il a sait. Ouais. Il parle. Il parle aussi. Okay. Il a sait, il parle. Puis là, on informe immédiatement aucun lien avec l'univers d'Harry. Non, on laisse Harry de l'autre côté. Exactement. On l'a dit, on l'a nommé, votre imaginaire doit fermer cette porte. Exactement. Là, on laisse tout l'espace à... C'est quoi le nom de l'auteur? Andrus Kivirak. C'est un Estonien. Donc, c'est un livre qui a été publié en Estonie en 2007, puis qui a reçu très bonne presse, qui a vraiment plu à son public dès sa sortie, parce que c'est un livre qui, si je peux me permettre, se moque un peu des croyances anciennes des Estoniens, si on veut. Et puis, il faut comprendre que le peuple estonien, c'est un peuple
qui vit très bien avec l'autodérision. Donc, pour eux autres, se moquer de leurs anciennes croyances, c'est quelque chose de plaisant. Puis, il y va à fond, l'auteur, dans ce roman, qui est fantastique, un peu humoristique aussi. Il y a beaucoup de touches d'humour et d'autodérision. Peut-être que tu vas l'aborder ou tu l'avais en tête déjà, mais je t'amène directement sur cette idée. Est-ce que, si moi, je connais pas les traditions du passé... C'est pas grave. C'est pas grave. Ah, pas du tout. Parce que dans le fond, on est capable, avec le bagage qu'on a déjà, là, de ce qu'on connaît de l'époque médiévale en général, là, on est capable de situer très, très bien. Puis l'auteur, de toute façon, nous prend par la main. Puis, il est généreux. Il est vraiment, vraiment bien. Ce livre-là, quand il est sorti, évidemment, en estonien, n'était pas connu ailleurs dans le monde, a été publié, par contre, en 2013, après sa traduction française. Il a été publié en France en 2013, puis il a remporté le Grand Prix de l'imaginaire du meilleur roman étranger en 2014. Ce n'est pas qu'un petit ouais, prix, là. Fait que quand même, ça veut dire qu'il y a plus d'un peuple. Ouais, c'est ça, en plus! Alors, on parle de réalisme magique. Ici, c'est un conte folklorique qui se situe, comme je le disais plus tôt, en Estonie médiévale. Alors, on y va avec l'avis de lecture. Il existe dans la forêt des hommes et des femmes qui savent la langue des serpents. C'est une connaissance qui leur est transmise, en transmission orale, on s'entend. Ça aussi, ça fait référence à la transmission orale dans les peuples ancestraux. Transmise de génération en génération. Et puis, c'est pour assurer une communication entre tous les animaux vivant dans la forêt et les humains. Ah! Puis, mais attends. OK. Parce que là, on est dans le Disney un peu, puis on se dit « Oh, wow, je vais parler avec les oiseaux, avec les serpents, c'est ça, moi, je suis une princesse! » Puis il y a mon ami, puis blablabla. C'est ça, puis ça ne l'est pas en même temps. En fait, il faut comprendre, cette langue-là leur permet de communiquer, mais également de se faire obéir. Donc, il y a une hiérarchie à travers les animaux aussi. Il y a ceux qui sont très intelligents, puis ceux qui le sont moins. Il y a ceux qui sont qu'on va devoir manger, hein? Aussi, parce que quand on vit dans la forêt, on mange pas seulement que des champignons, puis des fraises, puis des bois, puis tout ça, on mange aussi de la viande. Avec ce pouvoir de pouvoir communiquer avec les animaux, les humains sont capables d'obliger un cerf à arrêter de bouger, se lever la tête pour se laisser égorger. Oh mon doux! Ah oui, pour pouvoir nourrir la famille. C'est des drôles d'images là, qui viennent d'arriver dans ma tête. En fait, c'est ce que ça met en lumière un peu, si on veut, c'est que c'est pas parce que l'homme, à cette époque-là, était en relation unique avec la nature, chose qui s'est perdue avec les années, ce qu'on va voir à travers le roman. C'est pas parce qu'il y avait ce lien privilégié-là qu'il avait nécessairement une approche écologique et éco-responsable. Ah! L'homme a toujours été l'homme. Comprends-tu? Il a Oui. toujours eu besoin d'avoir un ascendant sur son entourage. Puis lui, quand il veut manger de la viande, au lieu de courir avec un arc et une flèche ou avec une arme quelconque, une fronde, peu importe. Il se sert de ce pouvoir-là. Il se sert de ce pouvoir-là pour pouvoir manger. Bon. Puis il trouve ça bien normal aussi. Par contre, pas par contre, là, je vais vous expliquer, je vais parler du personnage principal. Moi, j'aime ça aussi quand ça m'arrive. J'essaie de dire quelque chose, je vais amener... Mais non, j'ai mal introduit. C'est quoi ce mot de transition? Comment ça s'appelle ces mots de transition-là? En tout cas, ça a un mot, là, une conjoncture, une conjonction? Oui, c'est exactement là. C'est parce que je voulais aller dans un sentier de la forêt, puis là, je vais aller dans un autre sentier de la forêt. Je vais vous parler de l'Émette. L'Émette se trouve en début d'histoire à être le dernier habitant de la forêt estonienne médiévale, à être capable de communiquer avec les serpents et autres animaux. Et il est le dernier à être capable de parler la langue des serpents. Comment on parle ça, la langue des serpents? C'est des sifflements, un peu comme on parlait du fourche-langue tantôt, là. C'est semblable. Donc, évidemment qu'à la lecture, on n'est pas capable, on nous fait pas de son, mais on comprend que la langue et la bouche doivent se placer de façon très particulière. L'Émette apprend cette langue-là par le biais de son oncle. Quand l'histoire commence et que l'Émette est jeune... C'est drôle, quand son prénom. L'Émette. L'Émette. Il est jeune, alors on comprend que déjà dans la forêt, il y a moins d'habitants d'origine. Les gens quittent la forêt pour aller vivre dans le village, qui est pas très loin.
Le village représente la modernité. Alors, il va y avoir de l'agriculture, il va y avoir... on va faire cuire du pain. Le pain est considéré par les habitants de la forêt comme étant l'aliment du diable. Là, c'est quelque chose qu'on ne devrait pas manger, qui est pâteux, qui colle au palais, parce que dans la forêt, on fait pas ça. Là. On mange vraiment de la viande, des petits fruits, des champignons. Je comprends, mais c'est tellement bon du pain. Oui. Bon, peut-être moins celui-là, qui sait, peut-être qu'il était peut-être pas à la hauteur de ce qu'on connaît aujourd'hui. Bref, il existe quand même une différence marquée entre les gens qui vivent dans le village versus ceux qui vivent dans la forêt. Ceux qui vivent dans la forêt, on peut les représenter comme étant ceux qui croient aux contes folkloriques, qui croient en tout ce qui est ancestral, en lien avec la forêt, les vieilles traditions. Est-ce que, là, je fais peut-être un lien qui a absolument pas rapport, là, mais les contes des nuits d'hiver, tout le volet folklorique des esprits de la forêt, des bains, puis tout ça. Ça ressemble à ça. Ça peut vraiment... Ça ressemble à ça. Vraiment. Dans cette trilogie, par contre, on sait que ça existe, puis on travaille avec. Là, c'est nébuleux. On sait que ça existe. Oui, il y en a qui croient plus que d'autres, il y en a qui croient moins que d'autres. C'est pas très clair. Ceux qui vivent au village, eux autres, représentent la modernité, mais représentent aussi la venue d'une nouvelle religion. Ça veut pas dire que dans la forêt, il n'y avait pas de religion, parce qu'on sait que quand on pense aux druides, on le sait qu'ils vénèrent quand même quelque chose, quelque part. Ils vénèrent les dieux de la nature, ils vénèrent les dieux. Alors que là, c'est un dieu unique, c'est la religion catholique, alors c'est un peu l'opposition des deux. L'émette, lui, va être l'agent, si on veut, qui va toucher aux deux. Alors, lui, en vieillissant, de plus en plus, les gens qui vivent dans la forêt vont déménager. Donc, son meilleur ami et sa famille vont déménager au village. Fait qu'il va perdre le lien avec lui un petit peu. Quand il va le rencontrer des années plus tard, il va se rendre compte qu'il est rendu endoctriné. Maintenant, il est rendu catholique. Il veut plus rien savoir. Il a oublié la langue des serpents. Pour lui, le serpent représente le diable, parce que dans la religion catholique, évidemment, les serpents représentent le diable. Mais oui. Il y a vraiment cette notion-là de différence qui est très marquée. Pour l'émette, parler la langue des serpents, lui, c'est quelque chose qu'il ne veut jamais arrêter de faire, puisque son meilleur ami, c'est un serpent. Ah, wow! Oh oui, puis ils ont des belles discussions, les deux ensemble, tout ça, puis c'est très terre-à-terre, là. c'est vraiment juste drôle. Puis lui, il vit une vie assez simple, sauf que, à un moment donné, il va se rendre compte que également dans la forêt, il existe des gens qui sont encore plus craqués que lui dans les croyances. Là, je vais te laisser aller, là, mais... Moi, j'ai le livre en main et il a quand même une épaisseur, ce livre. Oui. Et c'est pas juste la pluie, le beau temps de... il y a beaucoup de rebondissements, il y a beaucoup d'événements qui vont se passer. C'est quand même si lui aspire à une vie simple et pas compliquée, ce qui pourrait se produire dans la forêt en temps normal, mais étant donné que c'est la fin d'une époque, parce qu'à un moment donné, évidemment, qu'il est le dernier. Donc, on comprend que quand il va devenir adulte, il n'y aura plus personne dans la forêt autre que lui. Il va être le dernier à parler la langue des serpents. Ah oui. Fait que là, c'est tous les événements qui vont amener jusque-là, dans le fond. Et puis, ça pourrait être très dramatique parce qu'il y a des événements qu'on dit « Ah, ben non, comment ça se fait que... » Mais c'est amené avec beaucoup d'humour. L'auteur nous amène quand même vraiment des touches humoristiques, sarcastiques, grinçantes un peu des fois, puis ça fait vraiment plaisir. C'est là qu'on voit un petit peu l'autodérision par rapport à son peuple, parce qu'on se pose la question à quel point est-ce que c'est important de rester connecté, accroché à nos anciennes traditions versus la modernité. C'est vraiment tout ça. On comprend, en lisant l'histoire de l'émette aussi, qu'il pensait, lui, pouvoir avoir le contrôle sur sa vie, alors qu'il ne l'a pas du tout. Les événements se produisent autour de lui, puis lui, il est obligé de suivre, de s'adapter. Uh-huh. Des fois, ça va au-delà de ce qu'il aurait voulu, mais... Par exemple, il va aller vivre une petite partie de sa vie au village, il va tomber amoureux avec une villageoise, mais son cœur va être ramené à la forêt, puis lui, comme il est capable de parler avec les animaux, il veut pas perdre ça. Mais je comprends. Il y a aussi une autre notion
comique dans ce roman, c'est que, oui, il parle avec les serpents, mais les ours avec lesquels il est capable de communiquer, les ours, ce sont de grands séducteurs. Les ours crousent tout le temps les filles. Fait qu'ils crousent les filles dans la forêt, puis là, ben, quand les filles dans la forêt, il y en a moins ou qu'ils veulent plus rien savoir des ours, vont s'installer sur le bord du village, puis ils regardent les filles, puis ils sont en pamoison, complètement amoureux. Et puis ça, c'est vraiment très drôle. Et puis, il y aura la sœur de l'Emmette qui va avoir une relation amoureuse avec un ours. Ça peut avoir l'air vraiment cocasse, ce d'une certaine façon, mais ça fait tout son sens dans le roman. C'est vraiment très drôle. Il y a des vieux australopithèques qui sont encore plus vieux, si on veut, qui nous ramènent vers l'origine de l'homme. Si on veut, il y en a juste 2 qui vivent dans leur coin de forêt, puis c'est particulier parce que la végétation qui pousse autour d'eux est vraiment préhistorique, là. Tu comprends? Wow. C'est un genre de végétation qu'on retrouve nulle part d'autre ailleurs dans la forêt. Eux aussi, évidemment, parlent la langue des serpents, là, bien mieux que tous les autres. Ils connaissent des mots spéciaux qui peuvent donner des ordres spéciaux que les autres ne savent pas. Puis eux, ils élèvent les poux. Non, ils ont été capables de faire des poux géants, gros comme des chiens. Ah. Si on veut, ça devient des poux de compagnie. Mais c'est très drôle. Puis tout fait du sens. C'est épique. C'est tout ce que j'ai à dire. Tu ressors pas de là... neutre. Non, exactement. Non. Tu peux pas sortir de là neutre. Ça nous amène ailleurs. C'est ce que j'aime en littérature, je l'ai souvent dit, moi j'aime ça quand on me fait voyager, mais quand on me fait on me fait voir des feux d'artifice, là c'est vraiment ce qui s'est passé. Tu sais, quand je t'ai fait le lien avec les contes d'univers, je trouvais, tu sais, il y a comme la nostalgie, la profondeur, mais il y a quand même la lourdeur dans les contes d'univers. Ouais, là, qu'on retrouve pas du tout là-dedans. Non, c'est ça, je t'entends, il y a comme quelque chose de super léger, tu sais, d'une quotidienneté agréable, avec ses défis, mais c'est pas grave, on continue. C'est ça, parce qu'on connaît déjà la fin. Fait que dans le fond, l'intérêt de suivre l'histoire, c'est de savoir qu'est-ce qui a amené à ça. À cette fin. Okay. À cette fin-là, qui est pas triste en soi, qui est une fin. Puis c'est un roman qui fait réfléchir beaucoup aussi, qui se veut pas moralisateur du tout. Mais il est un peu pamphlétaire, dans le sens où il fait passer un message. Je pense que ça doit être un message encore plus fort pour les Estoniens, puisque c'est à eux que ça s'adresse. Eux qui vivent dans cette... encore aujourd'hui, je pense, encore avec cette dualité entre la modernité puis les valeurs traditionnelles, à tous les niveaux. On fait référence au chant, on fait référence à la langue, on fait référence à l'alimentation, on fait référence à la religion. La langue, dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand les Allemands sont venus s'installer en Estonie, quand le reste de l'Europe est venu s'installer, si on veut, puis ont voulu imposer leur façon de vivre à eux. On les appelle les hommes de métal ou les hommes de fer, je peux dans le roman, parce qu'ils arrivent avec leurs armures, puis ils arrivent avec leur vin aussi, quelque chose qu'ils n'avaient pas avant. Fait que c'est une acceptation. T'acceptes le changement ou tu décides de continuer de vivre selon... C'est vraiment intéressant. Selon tes traditions. Fait que, puis tout ça a amené avec beaucoup d'humour, puis une grande intelligence de la part de l'auteur. Mais j'entends que tu as été charmé par l'écriture, par les images qu'il a su créer, là, certains. Ah, totalement. On s'attache beaucoup au personnage. Il m'a pas fait pleurer, ce livre. Au contraire, je l'ai terminé sur une note de légèreté, puis... Est-ce que tu es allé lire la fin? Tu as des fois le réflexe d'aller lire les dernières pages? Ouais, des fois, j'ai le réflexe. Celui-là m'a pas... non, parce que j'avais pas besoin... En fait, quand je fais mes lectures, je suis toujours stressée à savoir, quand je suis rendue, mettons, au tiers du livre, puis je me suis vraiment attachée à un personnage, puis que je sens que sa vie est en danger. Des fois, je vais voir plus loin pour voir juste si son nom réapparaît. Oui. Mais ça porte à confusion, parce qu'il peut réapparaître dans un souvenir, il peut réapparaître dans un retour en arrière, dans le roman, tout simplement, mais il n'est plus là. Fait que, tu sais, je fais ça, puis ça me joue des tours. Fait que j'ai arrêté cette pratique-là un petit peu, là. Je me tape sur les doigts, puis je me dis, fais ta lecture, tu verras. Fais confiance. C'est ça, arrête de stresser. S'il n'est pas là, il y a une raison pour ça. L'auteur a voulu que ce soit ça. Tu seras en accord ou en désaccord au moment où ça arrivera. OK. Hein? On laisse ça comme ça. Puis là,
On est rendu au segment fin d'avis de lecture, début de ce qu'on appelait avant le mot quiz, de la fin. Ouais, mot de la fin, quiz. J'avais pensé vous préparer un quiz, puis là, je me suis dit, ça va être pointu. Est-ce que je le fais à propos de l'Estonie? Est-ce que je le fais à propos du genre de lecture? Est-ce que je le fais à propos de l'auteur? Puis beaucoup trop de questions, là. Ben, en fait, c'est une lecture que je veux vous faire découvrir. J'ai pas envie de vous casser les pieds avec des questions auxquelles vous allez être nécessairement obligé d'aller faire des recherches pour trouver les réponses, là. Parce que moi-même, j'aurais pas été capable d'y répondre à moins d'avoir le livre sous le nez, là. Fait que j'ai plutôt décidé de vous faire un résumé de la postface, parce qu'il y a une postface assez intéressante qui a été faite par Jean-Pierre Minaudier, qui est celui qui a traduit le roman, puis qui a fait des recherches, j'ai l'impression, assez exhaustives, là. Sur l'Estonie, sur l'auteur, tout ça. Fait que c'est une postface qui est quand même une quinzaine de pages. OK? C'est pas juste un petit clin d'œil, là. Non. On sent qu'il y a quelque chose, là. Fait que c'est ça. Fait que, au lieu d'y aller avec le quiz ou au mot de la fin, tu nous finis ça avec le regard du traducteur sur le livre ou sur l'auteur. Que j'ai trouvé pertinent. Génial. Bon, je te laisse aller. OK. Depuis sa parution en 2007, L'homme qui savait la langue des serpents connaît un immense succès en Estonie. À l'évidence, cette popularité est d'abord liée à un talent narratif exceptionnel et à l'élégance d'une langue à la fois précise et imagée que la présente traduction s'est efforcée de rendre le moins mal possible. Fait qu'on comprend qu'il y a même des subtilités parfois qu'il n'a pas été capable de rendre à 100%, et ça reste un excellent ouvrage. Fait que c'est à se dire à quel point, dans sa langue d'origine, c'est exceptionnel. Elle s'explique également par un humour dont le lecteur français, francophone, peut percevoir l'essentiel, même si tout n'est pas transposable d'une langue à l'autre, mais elle tient aussi à une dimension pamphlétaire qui, pour le coup, peut échapper au lecteur et demande quelques éclaircissements. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire exactement par là que c'est pamphlétaire? Dans le fond, c'est qu'il veut faire passer un message à sa nation. OK, il y a un message à faire passer. Oui. Car c'est aussi comme un pamphlet et non comme un simple conte fantastique que le roman a été accueilli en Estonie. Cette dimension pamphlétaire n'a pas surpris le public estonien, même si elle était absente de ses précédents ouvrages. Donc lui a une opinion. Puis il s'est servi de son roman pour faire passer un message. Il y a d'autres cibles proprement estoniennes. Pour l'essentiel, ces allusions ne sont pas gratuites, elles s'inscrivent dans un propos cohérent de son pays. Ce propos de pessimisme radical qui contraste avec l'humour du livre est présent dès le début du roman. C'est celui qui explique la présence permanente d'une violence extrême inspirée de l'aveu de l'auteur par la lecture des sagas scandinaves, mais aussi par les contes populaires. C'est vrai que c'est un petit point que j'avais passé rapidement là, quand je parlais du fait qu'il pouvait demander aux animaux d'arrêter de bouger le temps de les égorger puis de les tuer. Oui. C'est vrai qu'il y a une violence qui est quand même très présente tout au long du roman par la guerre, puis tout ça. Donc, faut pas penser, dans le fond, ce que l'auteur, je vais conclure avec ça, ce que l'auteur voulait dire, c'est que c'est pas parce que on est attaché à une culture ancestrale que cette culture est sans défaut. Il y avait quand même de l'abus, il y avait quand même de la destruction de la nature, il y avait quand même de la surchasse, il y avait quand même des choses qui faisaient pas de sens aujourd'hui quand on est dans une ère un peu plus écologique et éco-responsable. C'est pas vrai qu'avant, c'était nécessairement 100% mieux que ce que c'est aujourd'hui. C'est un petit peu le message global du livre. Je trouve ça intéressant. Puis ça permet peut-être de parler aux générations actuelles, de dire, quand on regarde le passé, on fait comme, des fois on peut dire aux nostalgiques, oui, mais il y avait aussi des défauts, mais la période que tu es en train de créer, toi, dans ta quotidienneté, sera regardée avec le même regard des gens du futur en se disant, tu sais, vous pensiez faire le mieux, mais vous avez aussi fait des erreurs. Fait que toujours rester conscient que on sera jamais à 100%. Ça coche. On essaie de pas reproduire les erreurs du passé, mais... on n'est pas conscient de celles du présent. Exactement. Je veux dire, puis on vit en société, on essaie toujours de faire de notre mieux. Dans le fond, c'est un petit peu le message qu'il faut en retenir. Les temps changent, la modernité est là, puis à tous les niveaux, là, au niveau spirituel, au niveau
environnemental, scientifique. Oui, l'environnement, c'est ça, les cultures culinaires, tout ça, la mondialisation. Fait que eux, c'est comme s'ils goûtaient un petit peu au début de la mondialisation puis qu'ils se sont dit, oups, Polaï, qu'est-ce qui va... Ça goûte spécial. Qu'est-ce qui va se passer? Ça goûte le pain. Et ça goûte le vin. Oui, c'est ça. Oulala. Donc voilà, c'est pour ça que ce roman, je l'ai adoré. Ça m'a fait réfléchir, ça m'a fait rire, ça m'a ému, même si j'ai pas pleuré, ça m'a quand même ému. J'ai été hyper attachée. Mon perso préféré, c'était vraiment le serpent, l'ami de Lemmett. Il arrive quelque chose à un moment donné, quand même d'assez rigolo, puis j'ai fait comme « What? » Je riais tout seul dans mon salon. J'étais vraiment... Je vous le recommande à 100%. Laissez-vous pas impressionner par... l'épaisseur. Hey, regarde, Véro, c'est 454 pages. Wow, c'est beau. Mais je veux dire, non, mais au début, tu me dis c'est une grosse brique, mais tu comprends. C'est pas 900. C'est pas si pire. Non. C'est vraiment pas si pire. Puis c'est un beau petit format carré, la couverture est chouette. Tout à fait. C'est une maison d'édition super pertinente en plus, là. Le Tripode, ils font des beaux ouvrages. Ben, moi, je ne connais pas la maison d'édition, mais je trouve que la couverture, elle est intéressante sans être plein de flafla. C'est très simple. C'est sobre, mais c'est ça. Ça nous attire quand même. Moi, j'aime bien ça. Puis, c'est ça, exactement. Allez faire un tour aussi sur le site internet Le Tripode pour voir de cette maison d'édition-là. Oui. Vous allez découvrir d'autres très, très beaux ouvrages. Ben, allons sur ce pan découvrir d'autres ouvrages de cette maison d'édition. Puis nous, ben, c'est sur ces mots qu'on va mettre fin à cet épisode qui, ma foi, est dans le... Il y a comme la joie, les yeux, je le sens dans tes yeux. Plus lumineux que celui d'avant. Puis avec un angle très assumé du wow, puis wow. Ah, c'est ça. C'est comme ça. 100%. Mais c'est sur ces mots philosophiques que je vais vous souhaiter à tous de passer de magnifiques moments. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur nos différents réseaux sociaux. Et d'ici notre prochain partage, je vous souhaite à tous de passer de magnifiques moments et au plaisir de vous revoir ici ou ailleurs. Bye bye! Au revoir!